Tu connais cette sensation bizarre, quand tout semble parfait, mais que ton cœur, lui, sent que quelque chose ne va pas? T'es là, tu souris, tu fais confiance, tu crois aux promesses, et pourtant, y a une petite voix en toi qui chuchote. Fais attention. Mais tu choisis de ne pas l'écouter. Tu continues. Tu aimes. Tu espères. Et puis un jour, tout explose. Mais pas comme dans les films. Pas avec du bruit. Non. Avec un silence. Un regard. Une phrase. Une seule. Et à partir de là, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Accroche-toi. Ce que tu vas entendre, c'est à la fois choquant, triste, et terriblement réel. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les feuilles des citronniers qui bordaient le domaine familial des Marquet. C'était une de ces journées paisibles de printemps où tout semblait suspendu dans une éternité tranquille. Le genre de journée parfaite pour un barbecue en famille. Ou, du moins, c'est ce que croyait Isadora, en alignant les couverts sur la grande table en bois, sous le regard complice de son père. Tu as tout organisé comme une chef, Isa, lança don Emilio en nouant maladroitement son tablier de cuisine. Elle lui sourit. Organiser les choses, c'était son domaine. Elle n'était pas flamboyante comme sa sœur Renata, ni extravertie comme sa mère Myrta. Non, Isadora, c'était la fille raisonnable, l'aînée discrète, celle sur qui on comptait mais qu'on oubliait trop souvent de remercier. Mais aujourd'hui, elle avait une étincelle différente dans le regard. Matteo, son petit ami depuis 2 ans, devait arriver d'un moment à l'autre. Elle sentait quelque chose. Une intuition féminine, presque douloureuse. Ce serait un jour inoubliable. À 16h03 précise, Matteo Ferré arriva dans sa voiture noire, impeccable comme toujours. Il descendit avec un sourire charmeur, embrassa rapidement Isadora sur la joue, puis salua le reste de la famille. Renata, qui se prélassait déjà sur une chaise longue avec une coupe de rosée, se leva comme si c'était la star du film. « Matteo !» Enfin ! S'écria-t-elle, les bras grands ouverts. Il la serra dans ses bras plus longtemps qu'Isadora ne l'aurait voulu. Quelque chose clochait. Ce n'était pas la première fois qu'elle le remarquait. Depuis quelques semaines, il semblait distant. Mais elle avait mis ça sur le compte du stress. Le travail, les projets, la pression. Il avait toujours une excuse prête. Le repas se passa dans une ambiance légère, ponctuée de rires et de conversations croisées. Les enfants couraient entre les arbres fruitiers, la musique flottait doucement depuis une vieille radio posée sur la terrasse. Tout semblait parfait. Et pourtant, Isadora sentait un frisson lui remonter la colonne vertébrale. Quand le dessert arriva, une tarte au citron préparée par sa grand-mère, Matteo se leva soudainement. Il tapota son verre avec une fourchette. « Je peux avoir votre attention, un instant ?» Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers lui. Isadora sentit son cœur s'emballer. « Isadora » commença-t-il, la regardant droit dans les yeux. « Tu sais combien tu comptes pour moi. Tu es une femme exceptionnelle. » Mais... Le mot resta suspendu, brutal, tranchant. « Mais tu n'es pas vraiment faite pour être une épouse. » Un ricanement nerveux se fit entendre. La tante Maria faillit s'étrangler avec sa gorgée de vin. La mâchoire d'Isadora se contracta. « Pardon ?» murmura-t-elle. Il esquissa un sourire. Un de ces sourires qu'on donne quand on croit être le plus malin de la pièce. « C'est juste que, toi et moi, on est très différents. Tu veux la stabilité, moi je veux l'aventure. Et j'ai trouvé quelqu'un qui partage cette vision. » Et là, devant toute la famille, devant sa mère, son père, sa grand-mère, les cousins, les tantes, les voisins. Matteo se tourna vers Renata. Et posa un genou à terre. Le monde sembla basculer. Renata Marquet, veux-tu m'épouser? Des murmures horrifiés traversèrent la foule. Certains sortirent leur téléphone. Renata, faussement choquée, porta les mains à sa bouche. Oh mon Dieu! Matteo. Oui. Elle se pencha vers lui. Ils s'embrassèrent. Applaudissements timides. Gêne. Regard fuyant.
l'odeur du charbon de bois mélangée à celle de la trahison. Isadora ne dit rien. Pas une larme. Pas un cri. Elle prit simplement son sac, marcha à travers la pelouse, le menton haut, et disparut par la porte arrière. Elle marcha longtemps. Le long du petit sentier derrière la maison. Là où elle allait, enfant, pour fuir les disputes entre sa mère et son père. Là où personne ne la suivait jamais. Elle resta là, à regarder le soleil descendre lentement à l'horizon. Elle se répéta ces mots encore et encore. Tu n'es pas faite pour être une épouse. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle n'était pas assez glamour? Pas assez brillante? Pas assez. Renata? Dans le fond, une partie d'elle n'était même pas surprise. Il y avait eu des signes. Des absences inexpliquées. Des messages qui l'effaçaient trop vite. Et ce parfum sur sa chemise l'autre soir. Elle avait choisi d'ignorer. Parce qu'elle l'aimait. Mais le pire n'était pas la trahison. Non. C'était la mise en scène. La cruauté théâtrale. Et surtout, le choix de Renata. Elle n'était pas une sœur ordinaire. Renata savait exactement ce qu'elle faisait. Depuis toujours, elle brillait en effaçant les autres. Et Isadora, fidèle à son rôle, s'était toujours effacée. Pas cette fois. Le lendemain matin, Isadora se leva avant l'aube. Prépara un café. Regarda les messages sur son téléphone. Aucun de Matteo. Aucun de Renata. Comme si rien ne s'était passé. Mais elle avait déjà un plan. Elle prit une boîte en velours bleu marine qu'elle avait trouvée dans la chambre de Matteo il y a une semaine, un écrin contenant une bague en zircon, à peine digne d'un distributeur automatique. Elle y glissa une note. Cheap. Comme ton goût. Elle prit une photo de la scène avec son téléphone. L'écrin. La note. Le fond neutre de la coiffeuse. Puis elle ouvrit le groupe WhatsApp de la famille marqué « Événements », celui où tout le monde postait les photos des barbecues, anniversaires, et communions. Elle envoya la photo, accompagnée d'un simple message. Félicitations aux fiancés. Une minute passa. Puis deux. Et le chaos éclata. Il y avait un calme étrange dans la maison. Le genre de calme qui ne précède pas la tempête, mais la suit. Un calme coupable, silencieux, presque souriant. Isadora savait que quelque chose avait changé en elle. Pas seulement à cause de la trahison. Pas uniquement à cause de la honte. Mais parce qu'elle avait atteint ce point où l'on ne pleure plus. On observe. Elle sirota son café sans sucre, les yeux fixés sur son téléphone posé à plat sur la table. Les notifications n'arrêtaient pas de vibrer depuis la veille. Le groupe WhatsApp de la famille marqué « Événements » était en feu. Certaines tantes demandaient si c'était une blague. Une cousine avait commenté. Mais, c'est la bague qu'il avait offerte à Isa, non. Personne n'avait encore osé lui téléphoner. Trop de gêne. Trop de peur d'avoir à choisir un camp. Elle n'attendait plus rien. Pas d'excuses. Pas de larmes. Seulement des preuves. Ce matin-là, Isadora prit le bus en direction du centre-ville. Elle savait exactement où elle allait. Un petit café discret, presque oublié, situé derrière un vieux théâtre. Elle n'y était plus retournée depuis des années, depuis Julita. Julita Rio. La fille avec qui Matteo sortait, juste avant elle. La seule qu'il avait évité de mentionner, comme si son existence devait être effacée. Mais Isadora se souvenait. Julita et elle s'étaient croisées une fois, lors d'un événement universitaire. Elle portait du rouge à lèvres bordeaux, et des talons trop hauts pour une conférence sur les dynamiques familiales. « Tu es venue, dit Julita, déjà assise avec un espresso. Je n'étais pas sûre. J'ai des questions. Et je crois que tu es la seule qui acceptera d'y répondre honnêtement. » Julita sourit. Un sourire fatigué. « J'ai essayé de te prévenir, tu sais. Quand j'ai vu vos premières photos ensemble. Mais tu semblais trop heureuse pour que je vienne tout gâcher. » Isadora resta silencieuse. C'était étrange de s'asseoir avec l'ex de son ex. Mais en même temps, rien n'était normal dans sa vie en ce moment. « Dis-moi ce que tu sais, demanda-t-elle. Julita sortit son téléphone, fit défiler des captures d'écran. Des messages.
Des photos. Des enregistrements vocaux. Matteo, le même sourire charmeur, les mêmes phrases mielleuses, les mêmes manœuvres. Avec elle, il avait aussi promis le mariage. La stabilité. Un futur. Avant de partir, soudainement, et de la bloquer sur tous les réseaux. Il a fait la même chose à une autre fille avant moi, murmura Julita. Une certaine Elisa. Il avait emménagé chez elle. Puis, un jour, il a disparu avec son ordinateur portable et 2 montres. Tu es en train de me dire que c'est un charmeur pathologique. Un manipulateur de haut niveau. Il sait exactement comment charmer la famille, comment paraître inoffensif. Mais à l'intérieur, c'est du vide. Il ne cherche pas l'amour. Il cherche une scène. Isadora sentit un frisson glacé lui traverser l'échine. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas qu'une trahison. C'était un jeu. Et elle avait été un pion. Mais plus maintenant. Ce soir-là, Isadora rentra chez elle avec un nouveau regard. Chaque meuble semblait suspect. Chaque photo sur le mur, chaque mot doux laissé sur des post-it dans la cuisine, tout cela devenait des accessoires de décor. Elle se connecta à l'ordinateur qu'elle partageait avec Matteo, il ne changeait jamais ses mots de passe. Erreur fatale. En moins de 10 minutes, elle avait accès à ses emails. Aux historiques de localisation Google. Aux photos supprimées. L'adresse de Renata apparaissait. Encore. Et encore. Et encore. Parfois à midi. Parfois à minuit. Elle reconnut des photos floues, prises dans la chambre d'amis de ses parents là où Renata dormait quand elle passait quelques jours pour se reposer. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Mais elle ne pleura pas. À la place, elle créa un dossier. Nom du dossier, la vérité nue. Capture d'écran. Enregistrement. Historique. Reçu de carte bancaire. Elle téléchargea une application de surveillance discrète. Une caméra espion cachée dans une fausse prise électrique, elle en commanda 2 autres. Pour la sécurité, écrivit-elle dans la description Amazon, comme si cela allait justifier la folie. Mais ce n'était pas de la folie. C'était de la clarté. Le jour suivant, Matteo rentra avec un bouquet de pivoine. Pivoine. Les fleurs préférées de Renata. Il embrassa Isadora sur le front, comme si de rien n'était. « Tu as l'air fatiguée, dit-il. »« J'ai mal dormi, » répondit-elle calmement. Elle se laissa embrasser. Prépara le dîner. Risotto au parmesan, son plat préféré. Elle lui sourit. Il sourit aussi. Leur routine reprenait. Sauf qu'elle, maintenant, portait un masque de porcelaine. Elle l'observait. Elle notait. 3 jours plus tard, Isadora installa la première caméra dans le salon, cachée dans un faux livre. La seconde, dans la chambre. La troisième était prévue pour le bureau de Matteo, mais il verrouillait la porte à clé. Pas grave. Elle avait le temps. La nuit, quand il dormait profondément, elle déverrouillait son téléphone, il ne changeait jamais le code. Encore des messages. Des messages d'amour. Elle ne se doute de rien. Je suis à bout. Vivement qu'on soit enfin libre. Elle croit encore qu'on est ensemble. Elle copia. Elle sauvegarda. Elle classa. Elle ne tremblait plus. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Julita revint dans sa vie comme une comparse de théâtre. « Tu as besoin d'un plan, dit-elle. Je n'ai pas envie de m'abaisser à leur niveau. Tu n'as pas à t'abaisser. Tu as juste à montrer à tout le monde leur vrai visage. » Elles élaborèrent un plan. Une scène publique, une mise en lumière élégante, un renversement d'humiliation. Pas une vengeance cruelle. Non. Une vérité raffinée. Tranchante. Inoubliable. La prochaine grande réunion de famille allait avoir lieu dans 3 semaines, l'anniversaire de mariage de leurs parents. Toute la famille serait là. Même ceux qui avaient évité le scandale du barbecue. Ils prévoient quelque chose ce jour-là, dit Julita. Je parie qu'ils veulent officialiser leurs fiançailles. Isadora sourit. Parfait. Moi aussi. Elle acheta une bague en toque. 25 €. Elle la remplaça discrètement par celle de Matteo pendant qu'il dormait. Il ne remarqua rien.
Elle ouvrit un compte bancaire à son nom seul. Transféra de petites sommes. Prépara un sac d'urgence chez Julita. Elle réserva un billet d'avion destination, Lisbonne. Date, le lendemain du dîner de famille. Tout était prêt. Elle était prête. Elle n'était plus Isadora, la sœur effacée. Elle devenait Isadora, la femme que rien ne détruit. Isadora regardait l'écran de son téléphone comme on regarde une pièce de théâtre en pleine tragédie. Chaque soir, après que Matteo s'endormait, elle glissait hors du lit, silencieuse comme une brise d'été. Elle ouvrait l'application de surveillance. 3 angles différents, 3 caméras stratégiquement placées dans leur appartement, lui donnaient une vue intime de la duplicité qu'elle partageait sans le savoir depuis des mois. Le salon, la chambre, la cuisine. Chaque espace était devenu un piège délicat, un théâtre d'ombre où elle avait remplacé ses illusions par des preuves. Et ce soir-là, elle n'eut plus aucun doute. Matteo, pensant qu'elle dormait profondément dans leur lit, s'était levé à minuit 18. Il était dans le salon, téléphone à la main, murmurant. « Je t'aime, d'accord ? Elle est juste, pratique pour le moment. Mais c'est toi que je veux. Toi, Renata. » Isadora serra les dents. Pas de larmes. Pas de choc. Juste le feu froid de la certitude. Elle appuya sur enregistrer. « On y est, » dit Julita en souriant derrière son café, 3 jours plus tard. « Tu as assez de preuves pour ruiner leurs 2 vies. »« Je ne veux pas les ruiner, » répondit Isadora. « Je veux qu'ils se révèlent eux-mêmes. Je veux que le monde voie à quel point leur bonheur repose sur du faux. Tu veux la vérité nue. » Exactement. Et elle ne doit pas venir de moi. Elle doit éclater par elle-même, comme un secret trop longtemps enterré. Julita acquiesça. Il y avait dans le regard d'Isadora une nouvelle lumière. Plus dure. Plus droite. Elle n'était plus cette fille qui croyait que l'amour suffisait. Elle était devenue une femme qui maîtrisait les codes du jeu. Et elle comptait bien gagner. Le plan s'affina. Le prochain grand dîner familial aurait lieu dans 10 jours, pour célébrer les 40 ans de mariage de Don Emilio et Myrta Marquet. Renata et Matteo avaient prévu d'y faire leur annonce officielle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Isadora avait l'intention de leur voler la vedette. Pas avec des cris. Pas avec de la colère. Mais avec un calme chirurgical, une précision de chirurgienne émotionnelle. La première étape fut de créer l'illusion. Elle devait agir comme si elle ne savait rien. Alors, elle joua le jeu. Elle reprit contact avec Renata. « Je me sens tellement seule depuis le barbecue », écrivit-elle. « Je crois que j'ai été trop dure. Tu ne méritais pas mon silence. On est sœurs, après tout. » Renata répondit en moins de 2 minutes. « Isa, tu n'as aucune idée à quel point je suis soulagée. J'avais si peur que tu me détestes pour toujours. Je ne te déteste pas. Je suis juste perdue. Mais j'aimerais t'entendre. Comprendre. Tu veux déjeuner ? C'est moi qui t'invite. » Le piège venait de se refermer. Elles se retrouvèrent dans un restaurant chic, où Renata arriva maquillée à la perfection, une robe verte émeraude parfaitement ajustée, et un sourire confiant. Trop confiant. « Tu as maigri ?» dit-elle en versant du vin dans les verres. « Tu devrais manger plus, Isa. » Isadora sourit. « Je crois que j'ai juste perdu un poids inutile. » Le sourire de Renata vacilla une seconde. Puis elle reprit contenance. « Matteo et moi, on va bientôt officialiser. Maman est un peu réticente, mais je crois que papa l'aime bien. Je suis heureuse pour vous, » répondit Isadora. Mensonge. Mais dans ce mensonge, elle déposa un poison lent. Renata se détendit. Pensa qu'elle avait gagné. Et pendant ce déjeuner, elle parla. Trop. Raconta comment Matteo avait quitté Isadora parce qu'elle était trop rigide. Comment elle savait depuis longtemps que Matteo et elle avaient une connexion spéciale. Comment elle n'avait jamais vraiment cru qu'Isadora allait se marier en premier. Isadora ne broncha pas. Elle enregistrait tout, discrètement, avec l'application de son téléphone. La deuxième étape fut de déstabiliser Matteo. Elle recommença à porter le parfum qu'il aimait tant. À laisser traîner des revues de mariage.
à déposer sur leur miroir des post-it, idées de robe, lune de miel en Toscane. Il la regardait, parfois, inquiet. Tu sembles différente ces derniers temps, lui dit-il un soir. Je me suis souvenu que je voulais être heureuse, répondit-elle. Avec ou sans toi. Elle vit dans ses yeux un éclair de panique. Elle semait le doute. Et chez un homme comme Matteo, le doute est une arme mortelle. Une nuit, elle se leva et installa la dernière caméra dans son bureau. Il avait oublié de verrouiller la porte. Elle y trouva un carnet de notes avec les plans pour l'annonce familiale, et même, une ébauche de discours. Il avait tout prévu. Tout, sauf elle. À 4 jours de l'événement, Isadora contacta discrètement son cousin Alejandro, qui travaillait dans l'audiovisuel. Tu pourrais m'aider à faire un montage rapide? J'ai des extraits vidéo. J'aimerais créer quelque chose d'émotionnel pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Alejandro, toujours partant pour un projet familial, accepta sans poser de questions. Elle lui envoya les extraits. Matteo parlant à Renata dans le salon, pensant qu'Isadora dort. Renata se moquant de la petite vie de province d'Isadora. Matteo répétant son discours d'annonce. Et surtout, la fameuse scène où ils rient tous les deux de la crédulité d'Isadora. Alejandro, curieux, la rappela après avoir visionné le tout. Isa, tu es sûre que tu veux montrer ça? Oui. Mais pas tout de suite. Je veux juste que ce soit prêt. Et puis elle ajouta. Ajoute une dernière phrase à la fin. En noir sur fond blanc. Laquelle? Le mensonge a un goût amer. Mais la vérité, elle, ne ment jamais. Le jour du dîner arriva. Isadora portait une robe blanche sobre, élégante, avec un maquillage léger. Pas un seul regard de colère. Renata, en revanche, portait une robe rouge vif, comme un feu de signalisation. Matteo arborait un sourire tendu. La famille était réunie. Les rires fusaient. Les coupes de champagne tintaient. Et l'atmosphère semblait légère. Trop légère. Quand vint le moment des discours, Renata et Matteo s'avancèrent, radieux. Nous avons une annonce à faire, dit Renata, la voix mielleuse. Les gens murmurèrent. Certains sortirent leur téléphone. Mais avant qu'ils ne puissent dire un mot de plus, Isadora leva la main. Excusez-moi. Avant que vous ne parliez, j'aimerais montrer une vidéo. Un petit cadeau pour nos parents. Matteo pâlit. Une vidéo? Oui, dit-elle en souriant. Alejandro, tu peux la lancer? La vidéo commença à jouer. Et le silence devint glacial. Le salon principal de la maison des Marquet brillait sous les guirlandes de lumière suspendues, les bougies parfumées et les éclats de rire qui flottaient dans l'air. Tout semblait parfait. La table dressée pour 40 personnes débordait de vaisselle en porcelaine, de plats cuisinés avec amour, et de verres pleins de champagne. L'ambiance était presque irréelle. Comme une peinture. Figée. Prête à craquer. Isadora, droite dans sa robe ivoire, salua ses tantes, embrassa son grand-père, servit un peu de punch à sa cousine enceinte. Elle avait le sourire paisible, d'une femme qui sait quelque chose que personne d'autre ne sait encore. De l'autre côté de la pièce, Renata riait bruyamment. Trop fort. Trop faux. Et Matteo, impeccable dans une chemise bleu ciel, ne cessait de jeter des regards discrets à Isadora. Elle lui rendait ses regards avec une sérénité troublante. Tu ne m'as pas tué, Matteo. Tu m'as réveillé. Mes chers amis, lança don Emilio en se levant. Merci d'être ici ce soir pour célébrer ses 40 ans de mariage avec la femme la plus courageuse du monde. Applaudissements. Émotion. La voix tremblante de Myrtha, les yeux brillants de fierté. Et puis, le micro passa à Renata. Avant de passer au dessert, dit-elle d'une voix sucrée, Matteo et moi aimerions partager une nouvelle, très spéciale. Elle chercha la main de Matteo. Il s'avança. Ensemble, ils formaient cette image parfaitement étudiée du couple glamour et amoureux. Mais quelque chose dans l'air se glaça. Isadora se leva. Calme. Digne. Le regard clair. Excusez-moi un instant, dit-elle. Matteo blêmit. Renata fronça les sourcils.
je voulais juste vous montrer un petit montage. Un cadeau pour papa et maman. Une surprise. Alejandro, tu peux lancer la vidéo? Alejandro, en coulisses, appuya sur lecture. L'écran géant monté dans le jardin s'alluma. La musique s'éteignit. Un silence étrange descendit. L'écran noir s'illumina. Le mensonge a un goût amer. Mais la vérité, elle, ne ment jamais. Puis les images commencèrent. Matteo dans le salon. Je t'aime, d'accord? Elle est juste. Pratique pour le moment. Mais c'est toi que je veux. Toi, Renata. Renata, dans la cuisine. Franchement, Isa ne comprenait jamais rien. Trop naïve. Trop sage. Trop fade. Puis les messages échangés. Puis Matteo, seul, devant un miroir. Tu n'es pas faite pour être une épouse. Tu n'as pas cette flamme. Et enfin, les rires. Leurs rires. Moqueurs. Méprisants. Sur deux. Un choc traversa l'assistance. Des soupirs. Des mains sur des bouches. Des regards indignés. Une onde de stupeur. Le visage de Myrtha était figé. Celui de Don Emilio virait au rouge. Et Isadora, elle, ne bougeait pas. Renata se leva d'un bond, folle de rage. C'est quoi ça? Tu nous as espionnés? Tu es malade, Isa? Tu appelles ça de la maladie? Dit-elle calmement. Moi, j'appelle savoir clair. Matteo tenta de prendre la parole. Attendez. Ce n'est pas ce que vous croyez, tout ça peut être manipulé, c'est sorti de son contexte. Le contexte? Coupa Isadora, en s'avançant. Le contexte, c'est que tu couchais avec ma sœur alors que tu partageais mon lit. Le contexte, c'est que tu préparais une humiliation publique pendant que je planifiais un futur à deux. Elle se tourna vers les invités. Est-ce que vous avez encore des doutes? Silence. Tante Alicia déposa son verre. On entendit clairement le bruit du cristal sur le bois. Don Emilio se leva. Lentement. Il fixa Renata. Puis Matteo. Vous avez le culot de venir ici, dans ma maison, pour salir ma famille devant tout le monde? Papa, je. Ne m'appelle pas papa, gronda-t-il. Tu n'as pas le droit. Pas après ça. Renata recula, les larmes commençant à couler. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais tu le voulais quand même, dit Isadora. Le reste fut flou. Les gens quittèrent la table. Les voix s'élevèrent. Matteo tenta de rattraper Renata. Certains invités criaient, d'autres quittaient les lieux en silence, secoués. Et au centre de tout ça, Isadora resta droite. Elle regarda sa mère. Celle qui avait toujours préféré Renata. Tu m'avais dit qu'elle était fragile. Qu'il fallait la protéger. Mais regarde-la, maman. Elle m'a volé mon fiancé sous ton regard. Et toi, tu n'as rien vu. Ou tu n'as rien voulu voir. Myrtha s'effondra sur sa chaise, incapable de répondre. Quelques heures plus tard, dans sa chambre d'enfance, Isadora regardait la valise déjà prête, posée sur son lit. Elle avait tout prévu. Dans moins de 12 heures, elle serait dans l'avion. Direction, Lisbonne. Un nouveau pays. Une nouvelle vie. Sans eux. Matteo frappa à la fenêtre à minuit. Elle ouvrit. Par curiosité. Par courage. Tu es fier de toi? Demanda-t-il, hors de lui. Non. Mais je suis libre. Tu as tout détruit. Tu t'es vengé comme une psychopathe, Isa. Non, Matteo. Je me suis vengé comme une femme qu'on a prise pour une idiote pendant trop longtemps. Il la fixa, bouche ouverte. Puis il murmura, presque suppliant. Et si je te disais que je regrette? Que c'est toi que j'aime? Elle sourit. Doucement. Et referma la fenêtre. Sans dire un mot. L'avion survolait l'océan. Sous ses pieds, tout ce qu'elle avait laissé derrière elle se transformait en nuages. Isadora, les cheveux attachés en chignon flou, les yeux cachés derrière de larges lunettes noires, fixait l'écran vide devant elle. Elle n'avait pas touché aux films romantiques qui passaient. Elle préférait les silences. La voix de la chef de cabine annonça bientôt l'arrivée à Lisbonne. Et à cet instant précis,
Isadora réalisa qu'elle ne ressentait plus rien pour Matteo. Rien d'autre que ce vide froid qu'on ressent face à une trahison qu'on a digérée jusqu'au fond. Elle avait pleuré, hurlé, intérieurement. Elle s'était vengée, oui. Mais plus que tout, elle avait repris sa place. Et maintenant, elle allait découvrir ce qu'il restait d'elle. Sans eux. Elle s'installa dans un petit appartement du quartier de Grassa, modeste mais lumineux, avec vue sur les toits rouges et le Tage au loin. Le genre d'endroit qui sentait le renouveau. Le premier matin, elle se réveilla sans alarme. Elle prépara du café dans une cafetière italienne cabossée. Et elle s'assit à la fenêtre, jambes croisées, carnet sur les genoux. Elle commença à écrire. Non pas sur Matteo, mais sur elle. Aujourd'hui, j'ai souri en voyant les rideaux danser avec le vent. C'est peut-être ça, la vraie liberté. Danser, même quand il n'y a pas de musique. Julita lui envoyait des nouvelles, tous les 2 jours. Des nouvelles savoureuses. Matteo a été viré de son boulot. Apparemment, une certaine vidéo a accidentellement circulé dans les bureaux. Oups. Renata a désactivé ses réseaux. Et tu ne devineras jamais, elle a essayé de dire que tout avait été monté de toutes pièces. Même papa ne la croit plus. Ta mère est dans une phase de silence glacial. Ton père, lui, est furieux, mais il t'appelle une reine. Il parle de toi comme d'une femme au sang-froid admirable. Ah, et, un certain Thiago Salazar m'a envoyé un message sur Insta en demandant si je savais comment te contacter. Tu te souviens de lui? Isadora laissa le message en lecture pendant 1 heure avant de répondre. Oui. Je m'en souviens. Thiago Salazar. Premier baiser, à 15 ans. Premier amour, à 16. Et premier chagrin, à 17, quand il est parti étudier à l'étranger et qu'ils se sont éloignés naturellement. Depuis, elle avait classé ce souvenir dans une boîte mentale étiquetée « Trop doux pour ce monde ». Et pourtant, il avait retrouvé sa trace. Et il voulait lui parler. Elle reçut son message quelques jours plus tard. « Hé Dora. Je sais que c'est soudain. Mais je t'ai vue à la télévision. Pas dans une émission, dans une vidéo qui a fuité. Je t'ai vue debout. Calme. Et j'ai pensé, cette fille-là, je l'ai connue. Mais je crois que je ne l'ai jamais vraiment vue. Est-ce qu'on peut parler? Elle ne répondit pas tout de suite. Mais 1 semaine plus tard, alors qu'elle buvait un verre de vino verdé dans un bar discret, elle lui écrivit simplement. Lisbonne. 2 jours. Si tu veux. Ils se retrouvèrent sur une terrasse, en fin d'après-midi. Thiago n'avait plus le visage du garçon timide aux chemises froissées. Il portait une barbe de 3 jours, un regard fatigué mais brillant, et un livre à la main, son propre roman. Je ne t'ai jamais oublié, dit-il, sans détour. Isadora soupira. Elle n'était plus cette fille qu'on pouvait séduire avec une phrase bien placée. Tu ne m'as pas cherché non plus. Parce que j'étais lâche. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Elle le fixa longuement. Il n'avait rien à voir avec Matteo. Rien à voir avec le théâtre, les jeux, les faux-semblants. Il était brut. Vrai. Un peu cassé. Comme elle. Ils parlèrent pendant 3 heures. De rien. De tout. Du passé. De maintenant. Mais pas du futur. Pas encore. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Renata s'effondrait. Elle avait tenté de se faire passer pour la victime, mais la famille n'achetait plus ses larmes. Matteo? Il ne répondait plus à ses messages. Tu m'as embarqué là-dedans. Tu as détruit ma vie avec ton idée de déclaration publique. Renata était seule. Isadora n'en ressentait pas de joie malsaine. Juste, un sentiment d'équilibre restauré. À Lisbonne, Isadora accepta un poste de rédactrice freelance pour une maison d'édition indépendante. Elle corrigeait des manuscrits, écrivait des critiques. Petit à petit, elle reprenait confiance en sa voix. Un jour, l'éditrice lui proposa un défi. Pourquoi tu n'écrirais pas quelque chose de personnel? Un essai, peut-être. Sur ce que c'est d'aimer quand on n'a pas appris à se choisir d'abord. Et elle répondit, sans hésiter. Je crois que je suis prête.
Le soir même, elle se remit à écrire dans son journal. Je ne sais pas encore si je suis capable d'aimer à nouveau. Mais je sais désormais que je suis capable de ne pas me perdre dans l'amour. Tiago lui envoyait des poèmes. Elle, des citations. Il ne se promettait rien. Mais il se regardait avec vérité. Sans illusion. Sans plan. Et peut-être que c'était ça, la vraie renaissance. Lisbonne avait ce pouvoir étrange. Elle paraissait à la fois douce et sauvage. En marchant dans les ruelles étroites d'Alfama, Isadora avait l'impression de se perdre dans un poème ancien. Les pavés irréguliers sous ses pieds, les murs ornés d'azulejos racontant des histoires que personne ne comprenait plus, tout dans cette ville semblait fait pour cicatriser les âmes fatiguées. Et la sienne, même si elle ne saignait plus, portait encore les cicatrices visibles de la trahison. Cela faisait 2 mois qu'elle était partie. 2 mois qu'elle écrivait chaque matin, buvait son café noir en regardant le fleuve, recevait des nouvelles lointaines d'un monde qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Et puis il y avait Tiago. Tiago Salazar. L'homme dont elle avait murmuré le prénom dans son oreiller à 16 ans. Celui qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir, encore moins dans ces circonstances. Il n'était plus le garçon des souvenirs. Il était plus grand, plus dense, plus, brisé aussi. On lisait dans ses yeux la fatigue d'avoir trop vécu sans se protéger. Mais c'était un homme qui parlait avec lenteur, qui écoutait avec tout son corps, qui ne cherchait pas à séduire, seulement à comprendre. Et chaque jour passé avec lui érodait les murs que Matteo et Renata avaient laissés derrière eux. Un jeudi soir, ils s'étaient retrouvés dans un café-librairie à Cedo-Sodré. Les murs étaient couverts de livres anciens et l'odeur du papier flottait dans l'air comme une chanson oubliée. Il pleuvait dehors, une pluie fine qui ne dérangeait personne. Tiago lui lisait un passage de Pessoa. « Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. Cela dit, j'ai en moi tous les rêves du monde. » Isadora ferma les yeux. « Je comprends mieux pourquoi tu vis ici, » dit-elle. « Ce pays est plein de poètes dissimulés dans des tramways jaunes. » Il rit doucement. Puis il la fixa, longtemps. « Et toi? Tu es toujours une amoureuse en silence ?» Elle haussa les épaules. « Je crois que je suis une survivante romantique. J'ai aimé quelqu'un qui m'a brisé. Et pourtant, je me surprends encore à croire que l'amour existe. C'est parce qu'il existe, dit-il. Silence. Un de ces silences denses, où les vérités flottent entre les lèvres sans oser tomber. Isadora baissa les yeux vers son verre. Puis, doucement. J'ai peur de moi, Tiago. Pas de toi. J'ai peur de ce que je deviens quand j'aime trop. J'oublie qui je suis. » Il posa sa main sur la sienne. Pas pour posséder. Pour ancrer. Alors aimons lentement. Avec patience. Avec silence si tu veux. Mais, pas avec peur. Elle aurait voulu pleurer. Mais aucun mot ne sortit. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait d'un marché, elle alluma son téléphone principal. Celui qu'elle n'utilisait plus que rarement, par sécurité émotionnelle. Et là, 46 messages. 12 appels manqués. 3 mails. Un colis arrivé à sa boîte postale de Lisbonne. Le nom de l'expéditeur? Matteo Ferré. Elle resta figée, son cœur ralentissant au lieu de s'emballer. Elle ouvrit d'abord les mails. Je sais que tu penses que je suis un monstre. Mais tout ce que j'ai fait, c'était parce que j'étais perdue. Renata n'était qu'un échappatoire. Tu étais trop parfaite. Trop toi. Tu m'écrasais sans le savoir. Isadora, reviens. Donne-moi une chance. Juste une conversation. Je suis à Lisbonne. J'ai laissé quelque chose pour toi. C'est une vérité différente. Elle ferma le tout. Elle avait déjà entendu sa vérité. En HD. Devant 40 témoins. Mais quelque chose en elle vibra de colère. Pas de doute. Pas de nostalgie. De rage. Rage qu'il ose encore vouloir une porte d'entrée. Elle alla récupérer le colis. Il s'agissait d'un vieux cahier noir. Leur premier journal de couple, retrouvé. Des lettres, quelques photos. Et un mot, griffonné sur la première page. Je t'ai aimé. Peut-être mal. Mais sincèrement.
Matteo. Elle le ferma immédiatement. Et elle écrivit au dos, à l'encre bleue. Tu m'as peut-être aimé. Mais tu m'as détruite. Et le véritable amour ne détruit pas ce qu'il prétend chérir. Puis elle referma le colis, le jeta dans une benne en bas de chez elle, et rentra. Fière. Déterminée. Essoufflée. Cette nuit-là, elle rêva de Renata. Un rêve étrange, sans mots. Elles étaient dans la même robe. La même coiffure. Le même rouge à lèvres. Mais l'une souriait, et l'autre saignait. Quand elle se réveilla en sueur, il était 3h14. Elle se leva, attrapa son carnet, et écrivit. Et si j'étais devenue celle que j'ai toujours fui? Et si en me défendant, je m'étais trahie? Au petit matin, elle ne voulait plus voir Thiago. Mais il l'attendait déjà sur les marches de son immeuble, 2 cafés à la main, et un regard inquiet. Tu es pâle. Tu ne dors plus? Elle s'assit à côté de lui. Matteo est ici. Il m'a envoyé un colis. Il a laissé des messages. Thiago ne dit rien. Puis, est-ce que tu veux lui répondre? Elle secoua la tête. Non. Mais je ressens quelque chose. Pas de l'amour. De la fatigue. De la peur. J'ai peur de tout gâcher avec toi. Il inspira profondément. Ferma les yeux. Puis ouvrit les siens avec lenteur. Alors laisse-moi t'aimer sans pression. Laisse-moi t'aimer comme on écoute un morceau de piano. Par fragments, avec pause, et surtout, avec respect. Isadora éclata en larmes. Pas de douleur. De soulagement. Quelques semaines plus tard, elle reçut une offre de sa maison d'édition. Ils avaient lu ses textes personnels. Ils voulaient en faire un recueil. Titre proposé, La femme qui n'a pas crié. Elle hésita. Puis accepta. Et dans sa dédicace, elle écrivit. À celles qu'on a trahies, mais qui n'ont pas brisé leur voix. Et à celles qui, dans le silence, ont reconstruit des mondes. Le livre sortit discrètement. Puis, sans qu'elle le cherche, devint viral. Les lectrices l'envoyaient en stories, le citaient dans des podcasts. Et elle, Isadora, se redécouvrait. Pas comme la victime d'une trahison. Mais comme l'auteur de sa propre renaissance. Le soir du lancement officiel, dans une petite librairie de Lisbonne, Thiago l'attendait à l'intérieur, un exemplaire entre les mains. Quand elle entra, la foule s'écarta doucement. Il la rejoignit. Lentement. Avec douceur. Et lui tendit le livre, déjà annoté de marque-pages. Tu veux que je te dise quel passage m'a le plus brisé? Dis-moi. Il lut, voix basse. J'ai compris que le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre. C'est un baume qu'on s'offre à soi-même, quand on choisit de vivre, vraiment. Elle lui sourit. Les yeux pleins d'eau, mais l'âme enfin sèche. Il tendit la main. Elle la prit. Et le reste, se fit sans mots. Lisbonne, fin d'après-midi. Le vent était tiède, chargé de sel et de pollen. Isadora rentrait d'un entretien pour un poste permanent dans la maison d'édition. Elle n'attendait plus rien. Elle avait appris à vivre dans le présent, à ne pas anticiper la douleur, ni trop espérer les miracles. Mais ce jour-là, un miracle tenta de forcer la porte. Il l'attendait devant son immeuble. Matteo. Un peu plus mince. Les traits tirés. Vêtu d'un manteau froissé qu'il n'aurait jamais osé porter 6 mois plus tôt. Mais les yeux? Toujours les mêmes. Trop beau pour être honnête. Elle s'arrêta à 3 mètres de lui. Suffisamment loin pour qu'il ne puisse pas croire une seconde qu'il avait encore une chance. Tu n'as pas changé, dit-il. Toi non plus, répondit-elle. Tu crois toujours que tu as le droit de venir sans prévenir. Il leva les mains, comme un homme désarmé. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. J'avais besoin de te voir. De m'excuser. En personne. Elle le fixa, longtemps. Puis haussa les épaules. Tu t'es déjà excusé. Dans tes messages. T'aimais. Ton petit colis. Et même dans les mots que tu n'as pas écrits. Laisse-moi tranquille maintenant. Renata m'a quitté, lâcha-t-il, comme si cela justifiait tout. Tu crois que ça change quelque chose? Je crois que tu étais la seule vraie chose dans ma vie. Et je l'ai compris trop tard. Elle secoua lentement la tête, un demi-sourire aux lèvres. Tu ne m'as jamais vu, Matteo. Tu m'as confondu avec l'idée que tu voulais te faire de moi. Et quand j'ai cessé de correspondre à ton illusion, tu m'as remplacé.
C'est tout. Il sembla vouloir parler, dire autre chose. Mais elle fit un pas en arrière. Tu peux rester quelques jours à Lisbonne, si tu veux. C'est une belle ville pour les hommes qui cherchent à se pardonner eux-mêmes. Mais moi, je ne suis pas ton miroir. Je ne suis pas ton pardon. Elle ouvrit la porte de l'immeuble. Il resta là, figé, comme un personnage secondaire qu'on vient de retirer du script. 2 semaines plus tard, un mail l'a surpris. Objet, invitation officielle, Renata Marquet. Isadora faillit l'effacer sans l'ouvrir. Mais une part d'elle, pas curieuse, mais juste, humaine cliqua. Isadora. Je ne sais pas comment t'écrire, alors je fais court. Je suis en thérapie. Oui, vraiment. Et ma thérapeute m'a demandé d'écrire aux personnes que j'ai blessées. Je ne veux pas de ta réponse. Je veux juste que tu saches que je sais maintenant que je t'ai volé bien plus qu'un fiancé. Je t'ai volé des années. Des repères. Du silence. Et je m'en veux. Si jamais tu passes par Madrid, j'aimerais t'offrir un café. Pour t'écouter cette fois. Pas pour parler. Pour t'écouter. R. Elle relut le message 3 fois. Et décida de ne pas répondre. Pas par haine. Mais parce qu'elle n'avait plus besoin de ce chapitre. Ce fut Thiago qui lui proposa un voyage. Pas une fuite. Pas une promesse. Une expérience. Venons passer une semaine à Porto, dit-il. Juste toi, moi, le Douro et des romans pas encore écrits. Elle hésita. Le cœur voulait dire oui. Le corps avait peur. L'esprit demandait la permission à la partie d'elle-même qui s'était reconstruite. Et cette partie-là murmura. Va. Aime. Et si ça te détruit à nouveau, au moins ce sera un incendie que tu auras allumé en dansant. Alors elle dit oui. Porto avait une lumière différente. Plus bleue. Plus rasante. Plus brute. Ils logèrent dans un appartement avec terrasse sur les toits, près de la Ribera. Le premier soir, ils ne dirent rien. Ils s'assirent côte à côte, regardèrent le fleuve. Et au bout de 40 minutes de silence, Isadora posa sa tête sur l'épaule de Thiago. Et il comprit que ce geste était plus intime que tous les baisers du monde. Le lendemain, Isadora ouvrit son ordinateur. Elle commença un nouveau document. Titre, La femme qui n'a pas fui. Sous-titre, Chronique d'une réinvention douce. Elle écrivit pendant 4 heures. Elle raconta tout. Pas comme une plainte. Comme une libération. Chaque mot était un fragment de peau morte qu'elle laissait tomber. Et à la fin, elle écrivit. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme normale, avec des cicatrices visibles sous le rouge à lèvres. Mais je suis debout. Et c'est déjà une forme de miracle. Avant de partir de Porto, elle écrivit une lettre à Matteo. Pas pour lui. Pour elle. Matteo. Tu m'as trahi, oui. Mais moi aussi, je me suis trahi en te laissant croire que je n'étais rien sans toi. Aujourd'hui, je ne t'en veux plus. Je te remercie. Car c'est en tombant que j'ai appris à aimer la chute. Et surtout, à aimer la terre sur laquelle je me suis relevée. Adieu. Et elle la brûla. Regarda les cendres s'éparpiller dans l'air doux de Porto. Et pour la première fois, elle sentit que la page était vraiment tournée. 1 mois plus tard, sa maison d'édition lui proposa un poste permanent. Responsable éditorial international, basé à Paris, Rome ou Mexico. Elle pensa à sa vie d'avant. À ses racines. Et choisit Mexico. Parce qu'elle avait envie de chaleur. De vie. D'excès peut-être. Mais surtout, de rebâtir ailleurs. Thiago la regarda quand elle lui annonça. Il ne sourcilla pas. Alors on se retrouve là-bas? Tu viendras? Pas comme un amant. Pas encore. Mais comme un compagnon de voyage. Elle sourit. Et l'embrassa. Doucement. Lentement. Comme un pacte. 3 ans plus tard, Isadora vit à Coyoacán, au sud de Mexico. Elle écrit des livres. Anime des conférences. Et vit avec Thiago dans une maison aux murs bleus. Ils n'ont jamais signé de papier. Mais chaque matin, ils se choisissent. L'histoire d'Isadora Marquet ne ressemble peut-être pas à la vôtre dans les détails, mais il est probable qu'à un moment ou un autre de votre vie, vous ayez ressenti cette même douleur silencieuse, ce même vide derrière les sourires, cette trahison glaciale d'une personne en qui vous aviez placé votre confiance la plus intime. Peut-être que, comme elle, vous avez tout donné à quelqu'un. Votre amour, vos rêves, votre énergie, vos projets, vos silences. Et peut-être qu'un jour, tout cela s'est effondré, non pas dans un grand fracas, mais dans un glissement lent, invisible,
qui vous a laissé face à un miroir où vous ne vous reconnaissiez plus. Isadora aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu se venger dans la colère, fuir dans l'autodestruction, ou s'enterrer dans le silence. Mais ce qu'elle a choisi de faire, se reconstruire patiemment, poser chaque brique de sa dignité comme un acte sacré, dire non avec douceur mais avec fermeté, refuser la haine, et préférer l'amour de soi, est un choix que nous avons tous la capacité de faire. Son histoire est la vôtre. La mienne. Celle de milliers de femmes et d'hommes qui un jour se sont regardés dans le miroir et ont décidé. Je ne laisserai pas cette douleur me définir. Je vais faire de cette cicatrice une œuvre. Car c'est bien cela que nous avons vu tout au long de ces 7 parties. Isadora n'a pas seulement été trahie. Elle a été rabaissée, effacée, réduite. Par sa sœur, Renata, par son fiancé, Matteo, mais aussi, parfois, par les voix internes qui lui disaient qu'elle ne valait pas assez, qu'elle devait être plus pour mériter l'amour. Mais au lieu de croire ces mensonges, elle a choisi de croire en sa propre valeur. Et à travers cette lente remontée vers la lumière, elle nous a tous invités à faire la même chose. Et maintenant, vous qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous qui avez vibré, pleuré, peut-être même crié en voyant cette scène de trahison familiale, je vous pose une question sincère, profonde, et sans jugement. Combien de fois avez-vous laissé des gens définir votre valeur? Combien de fois vous êtes-vous regardé avec les yeux de ceux qui ne vous aiment pas comme vous le méritez? Peut-être que vous vivez aujourd'hui dans une relation qui vous éteint à petit feu. Peut-être que vous avez été trahi, humilié, ou même abandonné. Et peut-être que comme Isadora, vous portez un sourire poli pendant que votre cœur crie en silence. Mais il y a un message dans cette histoire, un message clair, puissant, inoubliable. Vous n'êtes pas ce que les autres ont fait de vous. Vous êtes ce que vous décidez de faire avec ce qu'ils ont tenté de détruire. Vous êtes votre choix. Vous êtes votre refus de rester au sol. Vous êtes votre capacité à aimer encore, à vous aimer, même dans les cendres. Isadora n'a pas trouvé sa guérison dans une vengeance explosive. Elle l'a trouvée dans le silence, dans la reconstruction, dans les choix simples du quotidien. Dire non, écrire, respirer, marcher seul, et ne plus mendier l'amour. Et si vous avez apprécié cette histoire, si elle vous a touché, bouleversé, ou même un tout petit peu redonner foi en vous-même, je vous invite à cliquer sur le like ici en bas de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de récits comme celui-ci. Des histoires vraies, puissantes, inspirantes, qui ne cherchent pas à glorifier la haine ou la revanche cruelle, mais à élever, à guérir, à transformer. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que cette histoire a réveillé en vous. Avez-vous déjà été trahi? Avez-vous réussi à vous relever? Ou êtes-vous encore dans le processus? Je lis chacun de vos messages. Je veux que cet espace soit un lieu de vérité, de respect et de solidarité. Et maintenant, j'aimerais vous emmener un peu plus loin. Pas seulement dans la conclusion d'une histoire, mais dans le cœur même de l'espoir. Parce que si Isadora a pu se relever, c'est aussi parce qu'au fond d'elle, il y avait cette voix silencieuse, cette lumière éternelle que rien, ni la trahison, ni l'humiliation, ni la solitude, ne pouvaient éteindre. Une lumière qui brille dans chaque être humain, même dans les nuits les plus sombres. Et cette lumière, pour moi, porte un nom. Un nom puissant, doux, parfait, Jésus-Christ. Je ne vous parle pas ici de religion. Je vous parle d'un amour pur, inconditionnel, radical. Un amour qui n'a pas besoin que vous soyez parfait, mais qui vous aime justement dans votre imperfection. Il y a un verset, peut-être le plus célèbre de toute la Bible, mais aussi le plus mal compris parfois, qui résume tout cela. C'est Jean 3h16. Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire ce que cela signifie. Cela veut dire que tu n'es pas seul. Que peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as fait, ce qu'on t'a fait, il existe un amour plus grand que tes blessures, plus vaste que tes fautes, plus fidèle que n'importe quelle personne sur cette terre. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Il t'aime parce que tu es son enfant. Et cet amour, il l'a prouvé. Il n'a pas envoyé une lettre. Il n'a pas laissé un message vocal. Il a envoyé son propre Fils, Jésus, pour que tu puisses connaître le pardon, la paix, la réconciliation, la joie. Jésus n'est pas mort pour te juger. Il est mort pour te libérer.
pour t'arracher aux chaînes invisibles de la honte, du rejet, de la trahison, de la peur. Et il est ressuscité pour que tu saches que rien n'est fini. Rien. Pas même toi. Tu te sens brisé? Il te restaure. Tu te sens perdu? Il te retrouve. Tu te sens sale, inutile, vide? Il t'appelle précieux, aimé, choisi. Et la seule chose qu'il demande, ce n'est pas que tu changes tout du jour au lendemain. Ce n'est pas que tu sois parfait. Il te demande simplement de croire. De dire, Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu m'aimes. Je crois que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Ce simple acte peut tout changer. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une technique. C'est une rencontre. La plus belle de toutes. Celle avec l'amour inconditionnel de Dieu. Et peut-être que tu me lis ou m'écoutes en ce moment en pleurant. Peut-être que tu sens quelque chose en toi qui bouge, qui tremble, qui s'ouvre. C'est normal. C'est le Saint-Esprit qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Ne la referme pas. Ouvre. Dis-lui oui. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour commencer ce chemin. Tu as juste besoin de dire oui à cet amour qui t'attend depuis toujours. Tu as juste besoin de croire que tu n'es pas une erreur, que ta vie a une valeur éternelle, que même après tout ce que tu as vécu, il y a encore un avenir pour toi. Et moi, ici, de l'autre côté de cet écran, je te dis ceci, je crois en toi. Je crois que tu peux te relever. Je crois que tu peux guérir. Et je crois surtout que Jésus peut te donner une vie nouvelle. Pas une vie sans douleur. Mais une vie avec sens, avec paix, avec espérance. Alors, si tu veux faire cette prière maintenant, répète simplement dans ton cœur, ou à voix haute si tu veux. Seigneur Jésus, je viens à toi tel, que je suis. Avec mes blessures, mes fautes, mes regrets. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Deviens mon sauveur, mon Seigneur, mon guide. Fais de moi une personne nouvelle. Je te donne ma vie. Merci pour ton amour. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, sache que quelque chose vient de changer en toi. Et tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la grâce. Bienvenue dans l'amour qui ne trahit jamais. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux comprendre ce que signifie marcher avec Jésus au quotidien, abonne-toi à cette chaîne. Nous allons partager des témoignages, des conseils, des prières, des messages puissants pour t'aider à grandir dans cette nouvelle vie. Tu peux aussi écrire un commentaire, j'ai accepté Jésus. Nous serons là pour prier pour toi. Tu n'es plus un inconnu. Tu es un frère. Une sœur. Et maintenant, je te laisse avec cette pensée finale, tirée de l'histoire d'Isadora, et surtout du message du ciel. Tu peux être trahi par les hommes. Abandonné par ceux que tu aimes. Rejeté par ce monde, mais tu ne seras jamais, jamais oublié de Dieu. Car lui, il t'a gravé dans la paume de ses mains. Ésaïe 49, 16. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Merci d'avoir ouvert ton cœur. N'oublie pas de t'abonner, de liker, et surtout, de ne jamais éteindre la lumière en toi. À bientôt, pour une nouvelle histoire. Et que la paix de Dieu remplisse ta vie. Aujourd'hui et pour toujours.